Bonjour, je m'appelle Maria Mainzo, je travaille pour la Fédération depuis mars et je suis là pour mettre en place les projets en agro-environnement à la Fédération et pour la sensibilisation et l'éducation en lien avec des pratiques environnementales. Cette formation vise les milieux humides et hydriques, qui est une formation dans le cadre des plans régionaux des milieux humides et hydriques. L'objectif de cette présentation-là, c'est de présenter c'est quoi les milieux humides et hydriques, les définitions et les types de milieux humides et hydriques, la délimitation et la caractérisation, expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne et les fonctions et les bénéfices de ces milieux-là pour l'agriculture en particulier. Et la partie 2 qu'on va faire sous peu va traiter des plans régionaux des milieux humides et hydriques, c'est quoi le cadre légal plus qui touche aux milieux humides et hydriques et comment ça fonctionne un plan régional, c'est quoi le processus d'élaboration. Et ça va terminer justement par une petite conclusion avec les revendications de l'UPA en lien avec ces plans-là. Alors, sans plus tarder, découvrons c'est quoi les milieux humides et hydriques. Alors, premièrement, je vais vous lire la définition officielle qui est un extrait de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, un milieu humide ou hydrique, c'est un lieu d'origine naturelle ou anthropique, qui veut dire artificiel ou généré là, par des activités humaines, qui se distingue par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, et laquelle peut être diffuse ou occuper un lit, ou encore saturer le sol, et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler avec un débit régulier ou intermittent. Alors, c'est très large comme définition. Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles. Alors, si vous avez rien compris de ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal. Mais on va décortiquer tout ça dans la présentation. Si on y va plus par type, c'est quoi des milieux humides et hydriques? Alors, on a les lacs, les cours d'eau, qui comprend aussi l'estuaire du golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec. On a les rives, le littoral et les plaines inondables, des milieux visés justement aux lacs et cours d'eau nommés précédemment. Et puis, on a les étangs, les marais, les marécages et les tourbières qui sont vraiment proprement dit les milieux humides. Faut noter que les fossés de bois publics ou privés, les fossés mitoyens et les fossés de drainage sont pas des milieux humides ni hydriques. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est 3 éléments clés. Ça prend de l'eau, l'hydrologie, ça prend un degré d'inondation, dans le fond, qui est l'eau de surface, ou un degré de saturation du sol, qui est de l'eau souterraine. Puis, qu'est-ce qu'il faut retenir de la définition? C'est que l'eau, elle peut être présente de façon temporaire ou permanente, mais il y a le volet temporaire. Les milieux humides, c'est des milieux qui peuvent s'assécher au cours de l'été. De même que certains milieux hydriques, là, quand on parle de cours d'eau intermittents, on parle de cours d'eau qui vont s'assécher au cours de l'été. La végétation, ça prend des plantes hydrophytes, c'est des plantes qui aiment l'eau. C'est des plantes aquatiques, soit submergées ou émergentes, mais on peut aussi retrouver des arbres et des arbustes dans les milieux humides, qui sont des arbres et arbustes tolérants aux inondations. Et puis, on a les sols hydromorphes, qui sont des sols soit organiques, argileux ou d'autres textures fines, mais c'est des sols qui ont un mauvais drainage ou même un drainage imparfait. C'est des sols peu perméables, justement, qui vont conserver l'eau suffisamment longtemps pour modifier les plantes et créer, justement, la présence de milieux humides. Alors, les types de milieux humides, on a les étangs, qui sont normalement des milieux qui ont des profondeurs de moins de 2 mètres. Et la végétation, on ne va pas couvrir plus que 25%, fait que c'est de l'eau libre où on va retrouver en général des plantes émergentes en périphérie. Et on a, faut noter par contre que les étangs d'irrigation peuvent parfois être considérés comme des étangs s'ils n'ont pas été utilisés pendant plusieurs années. Fait qu'il faut faire attention justement dans les cartographies sur le milieu humide et hydrique. On retrouve parfois des bassins d'irrigation qui sont identifiés comme étangs ou l'inverse. Alors, c'est important de bien définir les bassins d'irrigation qui ne sont pas des étangs. Les marais,
c'est des milieux humides où est-ce que les arbres ou arbustes, ils vont couvrir moins de 25% de la superficie, c'est-à-dire c'est des milieux humides ouverts qui sont généralement recouverts de plantes herbacées comme des graminées, des fougères, des quenouilles. Et les types de sols sont assez variables, comme on peut avoir des sols minéraux, sable, limon, argile ou gravier. Et c'est important de noter qu'on retrouve souvent des marais dans des terres agricoles en friche qui ont un drainage imparfait ou mauvais, des terres agricoles qui ont été abandonnées pendant quelques années, où les fossés se sont bloqués, où les sols sont argileux, des choses comme ça, ben ça va facilement former des marais, qu'on va appeler justement les marais anthropiques. Les marécages, ça c'est des milieux humides, justement, parce qu'on va retrouver soit des arbres ou des arbustes et qui vont couvrir plus de 25% de la superficie. Encore là, ça peut être sur des sols variables, des sols minéraux comme le sable, limon, argile. Et ça peut aussi être des milieux où est-ce qu'on retrouve des sols organiques comme la terre noire, mais qui généralement vont avoir moins de 30 cm d'épaisseur. Les exemples de marécages, là, c'est des érablières, par exemple, à érable argenté ou à érable rouge. On a des jeunes boisés sur dans cette terre agricole mal drainée, comme des peupliers deltoïdes. Encore là, beaucoup de friches agricoles abandonnées vont être dominées par des peupliers deltoïdes, des érables rouges, d'autres espèces comme ça. On va retrouver au sol certains signes d'inondation périodiques. Et on a beaucoup aussi des zones ou des sols en bordure des cours d'eau qui sont souvent des zones inondables en bordure des cours d'eau. On va retrouver des milieux humides avec beaucoup d'espèces arbustives assez denses qui sont des espèces d'arbustes qui tolèrent bien les inondations. Et puis, on a les tourbières qui sont en général des milieux humides où on retrouve de la matière organique sur plus que 30 cm d'épaisseur. Puis c'est de la matière organique qui est bien décomposée, là, la sphinx, des choses comme ça, ou des terres noires. Et on a les tourbières ouvertes ou boisées. Là, la différence, en fait, c'est que les tourbières boisées vont être recouvertes avec des arbres sur plus de 25% de la superficie. Fait que ça, c'était pour les types de milieux humides. Puis là, on revient aux milieux hydriques, qui sont justement les lacs, les cours d'eau. Ça inclut aussi les cours d'eau redressés lorsqu'on a un ancien cours d'eau qui a été redressé justement pour l'agriculture en général, mais c'est que ça reste tout de même un cours d'eau. Fait que des fois, on va aller regarder dans les photographies historiques si à l'origine le milieu était un cours d'eau pour savoir si c'est vraiment un fossé ou un cours d'eau. Et puis, faut considérer aussi que les rives sont considérées comme des milieux hydriques. Fait que toutes les rives de 3 mètres, c'est des milieux hydriques. En terre agricole, on appelle ça des rives de 3 mètres. Les zones inondables, c'est des milieux hydriques aussi. Et tous les fossés qui drainent plus de 100 hectares sont considérés également comme des cours d'eau et sont donc considérés comme des milieux hydriques. Quand on parle de rive en milieu agricole, on parle d'un 3 mètres à protéger, qui est généralement la distance à protéger en lien avec la ligne naturelle des Hautes-Eaux. La ligne des Hautes-Eaux qui est le niveau où le cours d'eau il va monter régulièrement au printemps ou à chaque 2 ans. Et puis, on a 3 mètres où on ne peut pas faire de labour ni de culture. Puis si on a une partie qui est très à pic, puis qu'on a un talus, il faut protéger au moins 1 mètre en haut du talus lorsqu'on a moins de 3 mètres là, dans le talus. Alors, c'est important de garder cette zone-là, qui maintenant, à partir de mars 2022, va devenir un règlement du provincial. Avant, c'était la politique de protection des rives qui dictait la protection de ces rives-là sur 3 mètres. Puis ça a été intégré de façon un peu inégale d'une municipalité à l'autre, mais à partir de 2022, ça devient vraiment un règlement provincial. Alors, il y a des risques d'infraction qui sont associés au non-respect de la rive en milieu agricole. Puis ici, ben après ça, on peut avoir des complexes de milieux humides, généralement en bordure des cours d'eau, mais des fois c'est en forêt aussi, où on va retrouver justement dans le centre du cours d'eau, si on veut, l'eau libre. Puis plus on va aller vers les berges, on va retrouver justement des
des plantes aquatiques submergées dans la portion qu'on va appeler style étang ou eau peu profonde. Puis après ça, on a une portion de marais riverain, qui est des plantes submergées émergentes ici, par exemple. Et puis, on va retrouver la portion de marécage riverain qui va être composée de différentes espèces d'arbres, toujours des arbres qui sont, encore une fois, tolérants aux inondations. Puis, on a la ligne des hautes eaux, justement, qui est le niveau que je disais à peu près qui équivaut à une inondation de récurrence de 2 ans ou au niveau d'inondation habituelle là, que vous connaissez sur votre terrain et non extrême. Puis, c'est vraiment à partir de là qu'il faut mesurer la fameuse rive dont on parlait tantôt. Et puis, les complexes de milieux humides, ça, c'est un exemple. Comme je disais tantôt, c'est pas toujours relié à des cours d'eau, mais on va retrouver, par exemple, ici, on a une partie de tourbière entourée de tourbières, en tout cas, différents types de tourbières entourées de d'autres types de tourbières ou des tourbières entourées de marécages, puis ça peut être traversé par des cours d'eau ou pas. Puis ça, c'est les façons qu'on peut aller identifier ça sur des cartes. Alors, si vous êtes curieux et vous voulez savoir si vous avez un milieu humide chez vous, il y a la carte de canard illimitée qui est disponible en ligne. C'est un site internet qui permet justement d'aller voir. En général, c'est vraiment au sud du Québec. Alors, si vous êtes situé plus au nord, c'est plus difficile, mais de plus en plus de MRC font des partenariats avec Canard illimité pour pouvoir avoir plus de cartes. Nous, ce qu'on a fait à la Fédération, c'est qu'on a mis un site Internet où s'il y a des cartes spécifiques qui sont disponibles pour certaines MRC, on a mis les liens. Alors, on vous invite à aller voir sur le site de la Fédération où vous allez pouvoir voir s'il y a des cartes spécifiques à votre secteur. Puis, s'il y en a des nouvelles qui sortent, nous, on va essayer justement de tenir le site Internet à jour pour que vous ayez accès à ces cartes-là. Puis, c'est des cartes qui vous permettent vraiment de zoomer au niveau de votre propriété, d'avoir la légende pour savoir c'est quel type de milieu humide. Quand vous avez des options ici, vous pouvez aller voir si vous avez justement des cours d'eau ou d'autres éléments. Vous pouvez allumer ou éteindre des couches, mettre un fond de cartographie aérienne de jour, de nuit. Fait que ça, c'est à vous de jouer avec ça si vous êtes à l'aise. Puis si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez communiquer avec votre syndicat local pour avoir un peu d'aide par rapport à ça. Ensuite, ça c'est un exemple en fait que je voulais vous montrer entre la réalité terrain puis les différentes cartes qu'on peut consulter. Alors c'est une étude écologique qui a été réalisée chez un producteur où les cartes de Canard illimité présentaient un marécage là, délimité sur sa terre. Et on est allé faire des stations d'inventaire de terrain pour valider la présence du milieu humide. Puis, ce même milieu humide-là, c'est pas la même échelle, là, mais on a une autre carte ici qui est justement la carte qui avait été réalisée par la MRC dans le cadre de la cartographie pour son plan régional, où elle avait délimité le même milieu en se basant sur la carte de Canard illimité. Et a déterminé que c'était un milieu de valeur écologique exceptionnelle. À cause de sa grande superficie, à cause que c'était relié à différents types de milieux humides et autres raisons. Puis, on a une validation de terrain qui a été faite par l'ancienne biologiste qui travaillait à la Fédération. Puis, effectivement, elle a pu constater que on avait ici, ici, elle a écrit les espèces de plantes. Alors, on voit ici qu'il y avait des érables argentés, il y avait des fougères typiques de milieu humide, des érables rouges, beaucoup d'espèces justement. Ici, on a les plantes obligées, facultatives ou non indicatrices de milieu humide. Puis en regardant les différents pourcentages, elle pouvait confirmer qu'effectivement, on était dans un milieu humide. Puis elle note aussi, bon, on est dans un drainage imparfait, on a un sol ici, elle le décrit de façon plus détaillée, puis l'eau de surface abondante. Alors, on peut savoir qu'on a plusieurs indicateurs qui montrent que oui, effectivement, on est dans un milieu humide. Puis ici, j'attire l'attention sur le fait que ça, c'était la station 15,
qui est situé en dehors du milieu humide qui avait été cartographié, indiquant que le milieu humide sur le terrain, finalement, il est peut-être plus grand que qu'est-ce qui avait été identifié au préalable par l'analyse de la cartographie aérienne. Fait que ça arrive souvent sur le terrain. Des fois, c'est l'inverse qui est observé. Là. Le milieu peut être plus petit, peut être plus grand, ou des fois, c'est très réaliste, alors que d'autres fois, c'est pas du tout ça, la réalité au terrain. C'est pour ça que vous connaissez vos terrains, si vous voulez valider, puis que vous trouvez qu'il y a des erreurs dans les cartes, c'est le temps pendant les PRMHH de souligner ça à votre MRC. Là, ici, je voulais montrer des exemples d'erreurs qu'on voit parfois dans les cartes. Ici, par exemple, on voit qu'il y a un lac d'eau peu profonde en plein milieu d'une terre agricole. C'est peut-être que dans le temps, il y avait un bassin d'irrigation. On ne sait pas de où ça vient, cette information-là. Mais aujourd'hui, chez le producteur, à l'endroit indiqué, il n'y a absolument rien. Fait que ça, c'est un exemple qui montre justement comment que ces cartes-là, ils peuvent être erronées. On sait que c'est des cartes qui indiquent des milieux humides potentiels, mais si vous voyez déjà des erreurs puis vous êtes capable de dire à la MRC qu'il y a une erreur, c'est peut-être à votre avantage si jamais il y a des problèmes par le futur. Alors, pour finir, on va parler des fonctions écologiques. Oh, excusez. Donc, les fonctions écologiques, ça fait partie, dans le fond, de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Il y a 6 fonctions écologiques qui ont été définies légalement. Alors, on a filtre contre la pollution, rempart contre l'érosion et rétention des sédiments. On sait que les milieux humides y aident beaucoup à filtrer puis à protéger la qualité de l'eau. À réguler aussi le niveau d'eau au niveau ici des inondations, par exemple. C'est vraiment des éponges qui permettent d'accumuler l'eau, surtout les marécages, les tourbières, qui ont beaucoup de sol organique, là, qui agissent comme des éponges pour retenir l'eau. Ensuite, on a la conservation de la biodiversité. Évidemment, les milieux humides, c'est très riche là, en espèces de plantes et en espèces fauniques là, de toutes sortes, là, des insectes aussi. Alors, c'est des milieux très importants pour la biodiversité. Et pour la séquestration du carbone, là, c'est non seulement les arbres, mais aussi les sols qui permettent de séquestrer beaucoup de carbone. C'est des milieux importants aussi pour la qualité du paysage. Et ça agit aussi comme écran solaire et comme brise-vent naturel. Alors ça, c'est les 6 fonctions qui sont reconnues légalement. Alors, plus concrètement, pourquoi que c'est important les milieux humides, hydriques et l'agriculture? Parce qu'ils permettent justement de contribuer à préserver la biodiversité, comme par exemple les oiseaux qui vont venir être des prédateurs des insectes ravageurs, donc des insectes qui vont nuire à vos cultures. Les cours d'eau et les milieux humides sont importants parce qu'ils participent au ralentissement du ruissellement et à la protection contre l'érosion. Donc, ça permet de garder autant les rives, surtout les bandes riveraines. En fait, ça permet de garder les sols sur les sols puis d'éviter le ruissellement vers les cours d'eau. Ensuite, on a la régulation du débit des cours d'eau. Ça veut dire que les milieux humides et hydriques, ils vont stocker puis restituer progressivement les quantités d'eau dans le milieu. Plus on a un bassin versant où on a des milieux humides, plus l'eau va s'écouler de façon lentement et progressivement, ce qui permet justement d'avoir un débit d'eau plus longtemps pendant la saison. Ça va prévenir justement les inondations, mais ça va aussi permettre de fournir de l'eau de façon plus prolongée dans la période de sécheresse. Alors, plus un bassin versant est riche en milieu humide, moins qu'il est vulnérable, si on veut, aux grandes périodes de sécheresse, parce qu'il y a toujours de l'eau qui va s'écouler de ces milieux-là. Les milieux humides permettent aussi d'alimenter les nappes souterraines et les nappes superficielles. Ça peut être très important pour l'approvisionnement d'eau, autant au niveau municipal pour l'eau potable qu'au niveau justement agricole pour les bassins d'irrigation. Et dans son ensemble, toutes ces fonctions-là, ils permettent d'avoir une meilleure résilience, une meilleure capacité d'adaptation au changement climatique.
Et ici, je reviens sur l'importance des rives, puis avec un exemple ici de leur importance comme rôle pour la protection de la qualité de l'eau puis pour la filtration. Selon une étude qui a été réalisée par l'IRDA, une bande riveraine de 3 mètres avec une haie d'arbres, ça peut protéger, ça peut permettre justement de réduire jusqu'à près de 48% des eaux de ruissellement. Donc, on parlait tantôt que ça réduit la vitesse d'écoulement, donc ça permet de diminuer les risques d'inondation. Ça permet aussi de réduire jusqu'à 90% des charges en matière en suspension, de 69% des charges en azote et 86% des charges en phosphore. Alors, tous ces éléments-là ensemble, ça permet de conserver une meilleure qualité de l'eau, de réduire justement les frais de traitement de l'eau ou de quand on pompe ces eaux-là pour venir irriguer nos terres, on a une eau de meilleure qualité. Alors, c'est un bénéfice pour tous. Donc, en résumé, les milieux humides jouent un rôle important pour le secteur agricole. Il y a des choix importants de conservation qui devront être faits. L'important, c'est de se questionner quand même par rapport à ces choix-là, puis s'assurer que les interventions qui vont être proposées vont être bien faites et vont être faites aux bons endroits. Et puis, pour se questionner davantage là-dessus, je vous invite à la série 2 de ma formation. Si celle-là, elle a été... Alors, comme je disais tantôt, ça va parler des plans régionaux des milieux humides et du cadre légal. Merci beaucoup. Et si vous avez des commentaires ou des questions suivant cette présentation, n'hésitez pas à m'écrire à la Fédération. Bonne journée!